Alors maintenant, on va répondre justement à la question qui était tout à l'heure sur comment on gère tous ces dispositifs dans l'espace. Et on va accueillir Romain Luquen, qui est le CIO cofondateur, un jeune brillant polytechnicien français qui a cofondé donc, Share MySpace. Alors Share MySpace est une start-up fondée en 2017 qui opère sur le marché de la surveillance de l'espace. Elle est active dans la détection de satellites artificiels et de débris spatiaux pour leur suivi, le catalogage et la prédiction du risque de collision. Euh, Romain, c'est à toi. Jingle. Bonjour à tous, merci beaucoup Christophe pour l'invitation et pour l'introduction. Merci au groupe Bouygues. Je suis très honoré d'être parmi vous ce matin. Je vais vous expliquer un petit peu ce qu'on fait à Share MySpace pour améliorer effectivement la sécurité et la durabilité des opérations spatiales. En introduction, je vous invite à contempler cette image qui a été prise par un de nos instruments optiques, un de nos télescopes en Provence. Et vous voyez donc la constellation, la nébuleuse de la tête de cheval, vous voyez le souffle du cheval et un trait en bas à gauche qui est en fait un satellite. Donc c'est un satellite géostationnaire et vous voyez donc cette image a été prise avec un temps d'exposition d'1 minute, ce qui permet de bien faire ressortir la nébuleuse. Et le satellite apparaît sur plusieurs pixels, plusieurs dizaines de pixels, avec même, si vous regardez bien, une intensité qui varie sur le trait. Et cette variation d'intensité permet d'avoir des informations sur l'objet, sur son mouvement de rotation sur lui-même. Donc finalement, cette image, elle capture assez bien une bonne partie de notre activité, c'est-à-dire l'astronomie. On utilise du matériel optique pour regarder ce qui se passe dans l'espace, et ensuite le traitement de données. En fait, on se repère par rapport aux étoiles dans le ciel. On utilise des catalogues d'étoiles qui nous permettent de faire ce qu'on appelle la réduction astrométrique, et donc positionner très précisément la position angulaire des satellites que l'on observe sous forme de traits dans ce cas. Voilà, donc je ne vais pas revenir trop longuement sur les enjeux du spatial aujourd'hui. Le spatial est partout. Claudie a mentionné qu'effectivement, plus de la moitié des variables climatiques essentielles sont mesurées aujourd'hui depuis l'espace. Donc c'est des variables essentielles pour la Terre, c'est important de le souligner. L'espace est dans nos vies tous les jours pour la navigation. On a tous donc des puces GPS dans la poche. Et puis le domaine de la sécurité, de la connectivité, avec l'observation de la Terre qui a des applications donc à la fois pour la science, pour l'environnement, pour l'industrie et aussi pour la sécurité, bien évidemment. Donc la surveillance de l'espace, alors je commence par le marché, c'est un petit peu terre à terre, mais ça permet d'ancrer notre activité dans le réel. Aujourd'hui, il y a un marché de la surveillance de l'espace qui est en grande partie institutionnel, avec des agences spatiales d'une part et des militaires, avec des besoins qui sont différents. Donc pour les agences spatiales, fondamentalement, elles ont la mission de protéger l'espace pour pouvoir développer l'économie spatiale au sens le plus large pour les futures générations. Et elles ont également, dans bien des cas, le mandat de s'assurer que la réglementation est bien appliquée par les opérateurs de satellites. Les militaires, eh bien, ça a été évoqué également, l'espace se militarise aujourd'hui et il y a une interconnexion de plus en plus forte entre les différents théâtres d'opération sur mer, dans les airs, sur terre et dans l'espace. Et le secteur commercial commence à émerger. Donc, les opérateurs de satellites aujourd'hui se rendent compte que la gestion du risque de collision a un impact opérationnel et donc économique qui est très fort, qui est de plus en plus fort. Et donc, ils doivent se munir d'outils pour pouvoir gérer ce risque avec des données qui peuvent être américaines, qui peuvent être européennes, mais avec des enjeux de sécurité qui sont assez fondamentaux. Donc une nécessité pour les opérateurs commerciaux de s'équiper, d'autant plus que la réglementation arrive, se développe. La France est très active dans ce domaine et la réglementation s'étend également au niveau européen. Donc voilà un peu les menaces, je ne vais pas revenir très rapidement dessus, simplement un chiffre qui a été cité dans une conférence sur des pionniers de l'espace à laquelle plusieurs astronautes ont participé en 2019. Aujourd'hui, il y a à peu près une chance sur 6 que la Station spatiale internationale soit perdue à cause d'une collision
sur un de ces modules. Donc il y a déjà eu des alertes, il y a déjà eu des accidents, il y a déjà eu des parties de la station spatiale qui ont été impactées par des petits débris et donc avec des dommages. Pour l'instant, ça n'a pas causé de perte de la Station spatiale internationale, mais en tout cas, c'est un chiffre qu'il faut vraiment garder en tête. Et nous, notre mission, c'est pas seulement de protéger les satellites commerciaux et les satellites institutionnels, mais c'est aussi de protéger les astronautes qui doivent continuer à explorer, à faire de la science dans l'espace. Il y a eu des exemples de collisions très concrets avec des impacts économiques extrêmement forts. Un des exemples emblématiques, c'est le satellite Intelsat 29E en 2019, qui est un gros satellite de télécommunication essentiellement civil pour de la télé. Eh bien, ce satellite a été percuté par un petit débris qui n'était pas catalogué, qui n'était pas détecté. Et donc, ça a causé une perte de l'ordre de 400 millions d'euros, de 400 millions de dollars à l'opérateur Intelsat, qui s'est mis sous la loi de protection de la faillite. Globalement, qu'est-ce qu'on fait à Share My Space ? Eh bien, d'abord, je pense que ce qui est au cœur de notre activité, c'est un système d'information spatiale. Système d'information spatiale, c'est un peu comme un système d'information géographique. Les personnes qui travaillent avec Bouygues sont très familiers de ce concept. La différence fondamentale entre un système d'information spatiale et un système d'information géographique, c'est qu'un système d'information spatiale est très dynamique. C'est-à-dire que les objets bougent en permanence et on est obligé en permanence de prédire la trajectoire, de refaire des mesures pour mettre à jour les informations. Donc, quelles informations ? Ce sont d'abord des images, comme dans l'observation de la Terre. On observe la Terre depuis l'espace, on a des images qu'il faut traiter. On en extrait des mesures, c'est-à-dire des positions angulaires des objets dans l'espace. À partir de ces mesures, on fait des trajectoires et on arrive à extraire des informations plus avancées, à plus haute valeur ajoutée sur le trafic, comme des rapprochements entre objets, comme des manœuvres de satellites qu'on aurait détectées, et des données actionnables qui permettent à des acteurs de savoir, par exemple, s'il faut réagir en faisant une manœuvre d'évitement ou s'il faut intervenir sur un satellite en cas d'anomalie. Donc c'est vraiment une boucle de rétroaction entre un système de base de données et un ensemble d'algorithmes. Nous développons certains des algorithmes, nous utilisons de manière directe certains autres algorithmes, mais je dirais que la force de notre système d'information orbitale, c'est sa cohérence et c'est le côté opérationnel et dynamique, où en fait on a un flux de données permanent qui arrive, qui est traité, et ces données traitées, elles sont packagées et distribuées à nos clients en fonction de leurs besoins, donc les clients institutionnels, militaires et commerciaux. Et on a démarré avec cette vision un petit peu du système d'information. Voilà, comme Christophe l'a souligné, on a démarré en 2017 et on a commencé à s'intéresser on a commencé par le traitement de données. Et on s'est aperçu que pour que les informations qu'on distribue aient une véritable valeur pour nos clients, il fallait qu'on ait de la donnée unique. Donc c'est pour ça qu'on a investi dans des systèmes d'observation optique qui font en fait partie du système d'information. C'est un réseau IoT, c'est un réseau d'objets connectés répartis à travers le monde qui permettent de produire de la donnée brute en continu qui est ingérée dans notre système d'information. Et évidemment, on continue à s'appuyer sur des partenaires, à commencer par la Space Force, donc l'armée américaine qui irrigue le monde occidental de données qui sont dans un grand nombre de cas de très bonne qualité, mais il faut être capable de vérifier, de contrôler, d'avoir notre propre source. Et malgré tout, les données américaines, elles concernent que les objets qui font plus de 10 cm en orbite basse, 30 cm en orbite géostationnaire. Aujourd'hui, on peut aller plus loin pour assurer la sécurité des opérations spatiales. Et on travaille également avec des partenaires pour développer et intégrer d'autres technologies, des technologies radar. On a par exemple un partenariat avec l'ONERA. Très rapidement, je vous montre notre station d'observation multitélescope. Donc c'est un concept de station qu'on a développé et qu'on a breveté avec des télescopes grand champ de dernière génération, une caméra qu'on a redéveloppée ab initio à partir des meilleurs capteurs CMOS du marché. Et le concept, c'est qu'on vient scanner le ciel, un petit peu comme un radar, pour détecter tous les objets qui traversent le ciel. Voilà les observatoires qu'on a actuellement. Donc on a 3 stations monotélescopes et une station multitélescope, donc sur 2 continents, Europe et Amérique du Sud, et on continue à déployer notre réseau à travers le monde. Quelques exemples d'observations. Donc vous voyez que ça, c'est des images qui ont été produites à partir de nos observatoires sur des petits satellites en orbite. Donc le premier exemple, c'est un CubeSat de 20 cm à 520 km. Donc vous voyez le trait
caractéristiques que je vous ai illustrées en slide d'introduction. À droite, vous avez un des plus petits objets qui est au catalogue américain. C'est des objets qui font 2,5 cm d'épaisseur sur 10 par 10. Et au centre, c'est un exemple de CubeSat qui fait 30 cm sur l'orbite géostationnaire que l'on traque. Donc là, vous voyez que sur l'image du milieu, enfin sur l'animation du milieu, on suit l'objet plutôt que suivre les étoiles. Donc en fonction des orbites, en fonction du type d'objet, il y a plusieurs modes opératoires. Un autre exemple au lancement. Le lancement et le déploiement de satellites, c'est évidemment une phase critique. Et donc nous, on doit aussi mobiliser nos moyens pour s'assurer que les lancements se déroulent de manière nominale. Et si ce n'est pas le cas, aider les acteurs à résoudre une anomalie. Donc sur la droite, vous voyez le lanceur qui était un Falcon 9 et les deux charges utiles sur la gauche qui se sont déployées. Donc ça, c'était 2 heures seulement après le déploiement. Et ça permet d'identifier que le déploiement s'est déroulé de manière nominale, que tout de suite après le déploiement, les satellites ont manœuvré et donc ont dévié leur trajectoire par rapport au lanceur. Et voilà. Donc ça fait partie des services que l'on fournit. Aujourd'hui, on est présent dans 17 pays à travers le monde avec des clients, des fournisseurs, des partenaires académiques. Et donc on déploie notre réseau sur tous les continents avec donc, des stations multitélescopes qui permettent de construire notre catalogue et des stations monotélescopes qui viennent en appoint pour robustifier le réseau. Donc simplement en synthèse, aujourd'hui on a créé ce système d'information orbitale qui nous permet d'agréger différentes sources d'informations, de mettre notre expertise au bénéfice de la fusion de données pour les cas d'usage de nos clients. On a développé une technologie optique qui est unique, qui nous permet de pénétrer le marché de manière très efficace, et on se positionne en leader européen grâce à ces 2 piliers fondamentaux et aussi grâce au soutien qu'on a du CNES, de l'Union européenne pour accompagner notre développement depuis plusieurs années. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Romain. Une petite séance de questions-réponses. Peut-être la première question. Lorsque 2 satellites vont finalement s'interchoquer, qui se déroute, sachant que celui qui se déroute perd de la durée de vie? Oui, alors les contraintes sont différentes d'un opérateur à l'autre. Certains opérateurs vont être très sensibles à l'impact que ça peut avoir sur la mission, d'autres vont être très sensibles à l'impact que ça va avoir sur la durée de vie du satellite. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de règle a priori. Il y a des coordinations au cas par cas. Dans certains cas, il y a des accords cadres, je dirais, entre des gros opérateurs de satellites. C'est le cas entre la NASA et SpaceX, par exemple. Mais aujourd'hui, c'est de la coordination au cas par cas. La communauté spatiale, on est peut-être encore au XXe siècle dans cette dimension, on est encore au cas par cas, à la main. Là, c'est la coordination entre des gens qui se connaissent parce que toutes les semaines, leur satellite passe à côté globalement, et donc au fur et à mesure, ils savent comment est-ce qu'ils vont faire. Merci. Une autre question dans la salle? Une question ici, Julien. Ah oui, pardon. J'ai une propre question peut-être. On entend, alors déjà merci beaucoup pour votre présentation. On entend parler de satellites pirates qui commencent à apparaître, à être testés justement. Est-ce que vous pourriez éventuellement repérer ces satellites pirates qui viendraient avec un bras armé descendre un satellite? Alors, nous, on a un système de détection qui nous permet de détecter des petits objets qui sont pas catalogués. Donc, s'il y a un satellite pirate, on va le détecter comme un trait, comme un point, et on va pouvoir dire que ce satellite se comporte de manière un peu étrange. Il ne suit pas une trajectoire physique. Il y a des manœuvres qui ne correspondent pas à un maintien à poste standard pour un satellite. Donc ça, on va pouvoir le détecter. Ensuite, savoir s'il a un bras robotisé, la forme du bras robotisé, etc. Ça, aujourd'hui, on ne le fait pas. On ne fait pas d'imagerie. Ça peut faire partie des voies de développement. On travaille également avec des partenaires sur cette thématique. Mais voilà, nous, notre spécialité, c'est la détection des comportements orbitaux, y compris sur des analyses assez poussées pour détecter des anomalies. Je crois qu'il y a une question de Jean-Dominique. Tout à fait. Merci beaucoup, Romain. Donc le sujet de la gestion du trafic spatial, c'est un sujet critique depuis longtemps, mais la question, ça a toujours été quel est le marché? Qui paye pour ces solutions-là, sachant que souvent, sur les militaires, ils ont aussi leurs propres solutions. Donc aujourd'hui, où est-ce que vous voyez la croissance de marché? Qui sont les clients principaux et qui vont vous porter à maturité pour cette startup?
Oui, effectivement, c'est un problème difficile. Nous, on a commencé par l'ambition de nettoyer l'espace, de faire comme ce que font aujourd'hui Astroscale, par exemple, ClearSpace, qui sont accompagnés par leur gouvernement de manière très forte pour pouvoir faire ce type de mission de démonstration, avec un marché qui est encore lointain. Nous, on s'est dit que la première étape, c'était de cartographier l'espace, c'était des investissements qui étaient un peu plus raisonnables, avec un marché qui était un peu plus proche. Et on a choisi d'investir dans l'optique parce que ça coûte moins cher et donc finalement ça permet de faire en sorte que l'offre et la demande se rencontrent sur le marché civil. Puisque les radars, ça remplit des besoins militaires, mais ça c'est beaucoup trop cher pour les besoins civils. Maintenant, voilà, c'est pas une question évidente. Je pense que il y a des budgets des agences spatiales pour ça. Il y a des budgets des militaires qui aujourd'hui ont une approche double où effectivement c'est important pour eux d'avoir leur propre capacité, mais ils s'appuient aussi sur des acteurs commerciaux qui leur fournissent de la donnée, qui leur fournissent du service. Ça c'est vraiment la tendance aux États-Unis et également en Europe. Et sur le marché commercial, je pense qu'il y a une déclaration du Conseil de l'Europe et qui va vraiment dans le bon sens, qui a eu lieu il y a 2 semaines. Donc là, le Conseil de l'Europe encourage la Commission à regarder à regarder le cadre réglementaire qui va permettre de protéger le marché européen, c'est-à-dire que demain, tous les opérateurs de satellites, quelle que soit leur nationalité, qui font du business en Europe, vont devoir se conformer à des exigences de sécurité et de sûreté dictées par l'Union européenne. Donc ça va vraiment dans le bon sens. Merci beaucoup. Peut-être une question à distance, Ingrid ? Oui. Donc la question, c'est quelles sont les barrières à l'entrée de ce marché-là ? Et est-ce qu'il existe en fait différents types d'accès à d'autres concurrents, que ce soit des startups ou des grands groupes ? C'est un marché qui est de plus en plus compétitif. Nous, on fait partie des pionniers. On a créé la société en 2017. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est un marché qui est de plus en plus compétitif parce qu'il y a des budgets, les grands groupes se positionnent. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui restent à faire sur le traitement de données, sur l'aval, et il y a beaucoup de choses à faire sur les capteurs aussi. Donc on est encore dans une phase d'expansion, en tout cas en Europe. Non, j'invite tous les entrepreneurs dans ce domaine à se lancer pour créer vraiment une communauté de sociétés qui travaillent dans ce domaine. Merci beaucoup, Romain.